heureux de vous retrouver, Antonio et moi, pour ce nouveau webinaire Codera. Alors, il y a aussi Julien qui est dans les coulisses. On va être ensemble pour 1 heure. Donc voilà, donc normalement, vous nous entendez, vous nous voyez bien. On n'a que des feux verts, donc écoutez, on va pouvoir avancer. Aujourd'hui, le webinar a pour thème la cybersécurité, donc cybersécurité et supervision, donc comment mieux sécuriser son application SCADA. Aujourd'hui, voilà, l'objectif c'est de vous donner des conseils, des bonnes pratiques à nos clients, à nos intégrateurs, à nos futurs clients, à nos prospects, pour mieux sécuriser leur application SCADA, parce que c'est un sujet dont on parle. On parle souvent de la sécurisation de manière générale, mais c'est rare qu'on parle précisément, effectivement, de la partie SCADA. Donc, on se présente. Antonio, je t'en prie. Donc Antonio Gilles, je suis responsable du service client et avec une casquette de responsable technique. Une forte sensibilité au sujet cyber, donc qui va être l'objet de notre webinar. Et je suis chez Codera depuis plus de 9 ans, bientôt 10 ans l'année prochaine. Peut-être que certains, j'ai eu beaucoup de noms que je connaissais. Je pense que vous me connaissez également pour certains. Je suis en charge principalement des équipes d'experts Panorama et des équipes du service client qui inclut également le support technique et la formation. Et peut-être que vous m'avez déjà rencontré chez vous sur des sujets d'intégration de la solution Panorama et justement sur les sujets techniques et particulièrement la cybersécurité. Voilà. Merci beaucoup, Antonio. Donc, quant à moi, donc, je suis Charles Trabat. Je travaille chez Codera au sein de l'équipe marketing. En fait, je suis le responsable du pôle produit. Donc, la mission au sein du pôle produit, c'est d'expliquer le fonctionnement technique de la suite Panorama, de mieux traduire sa valeur ajoutée auprès des clients finaux et des intégrateurs. En un mot, c'est de vraiment faire le lien entre le produit et la partie marketing. Donc voilà pour les intervenants. Maintenant, on va vous présenter rapidement Codera si vous ne nous connaissez pas. Donc Codera, on vous le rappelle, société spécialisée dans l'informatique industrielle. On est un acteur historique de ce marché. On existe depuis 35 ans. C'est une société familiale basée à Massy dans l'Essonne. On est 100% français, aussi bien en termes de capital qu'en termes de R&D, mais on a un fort développement à l'international. Et on dispose aussi d'un département ingénierie pour faire du développement à façon. Voilà pour les présentations. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Alors, en détail, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, tout d'abord, dans la première partie, on vous fera donc un rappel du contexte général. À partir de ce contexte, on va vous proposer nos bonnes pratiques qui vont être réparties autour de 4 grands thèmes. Le premier qui va être la construction d'une architecture solide. Donc là, on parlera de surface d'exposition, de sécurisation des communications. Ensuite, la partie gestion des accès, la gestion optimisée des accès, donc notamment la centralisation de ces accès et aussi la mise en place du principe du moindre privilège. On va vous le rappeler, on va l'étendre effectivement à ce que nous, on peut faire chez Codera. Ensuite, un thème autour de la connaissance parfaite de son application. Voilà, là, en fait, on va rappeler tout ce qui est les sujets, les impératifs autour de la documentation, des sauvegardes et des mises à jour. Et enfin, on fera un point sur le respect des normes et des règles en vigueur. On parlera notamment des certifications et qualifications ANSI, mais aussi des normes plus internationales, donc soit au niveau européen, la directive NIS 2, dont on entend beaucoup parler en ce moment, et ensuite la norme internationale, l'IEC 62443. On va discuter à peu près 45 minutes pour ensuite vous laisser à peu près 10-15 minutes de questions. On pourra effectivement dépasser si certains n'ont pas d'impératif à midi. Donc tout d'abord, le contexte général, un rappel des différents enjeux et des menaces qui pèsent en fait sur les applications SCADA. Donc
nous, de par notre expérience, de ce qu'on connaît, nos clients sont confrontés en général à 3 grands enjeux de cybersécurité pour leur application SCADA. On a illustré donc ces 3 enjeux ici avec 3 chiffres. Le premier, c'est 6,4 mois. Ça correspond à la durée moyenne des perturbations sur un système CADA après une attaque. Donc ce chiffre illustre le premier enjeu qui est la disponibilité, dans le sens où un système SCADA n'a pas le droit à l'erreur, puisque c'est un système qui gère la supervision d'un ensemble d'installations, donc il doit être disponible à, on va dire, 99,99% du temps pour assurer ces opérations critiques. Le deuxième chiffre est associé à un autre enjeu qui va être l'obsolescence. En France, on considère qu'environ 40% des équipements matériels et logiciels sont obsolètes dans les infrastructures industrielles, mais je pense qu'on peut généraliser même au bâtiment tertiaire. C'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu. Et voilà, qui dit obsolescence dit forcément des potentielles faiblesses d'un point de vue sécurité informatique. Et enfin, un troisième chiffre pour un enjeu qui est peut-être le plus d'actualité, dont on parle énormément, qui va être effectivement excusez-moi, pardon, la connectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la surface d'attaque s'est considérablement accrue pour les systèmes SCADA. Voilà, comme on le dit aujourd'hui, alors c'est difficile, voilà, c'est des stats qui sont approchantes forcément. On considère qu'il y a à peu près 50 milliards d'appareils connectés en 2025 à des systèmes SCADA, et on en comptait à peu près 5 milliards en 2015, donc c'est-à-dire que vraiment ça a été multiplié par 10. D'ailleurs, il y a pas mal de législation qui est en train de passer sur les appareils connectés au niveau européen. Donc, plus, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais effectivement plus sur les parties potentiellement B2C, comme les objets connectés, notamment on peut parler, je crois, de la directive RED. Voilà, il y a pas mal de sujets, il y a pas mal d'articles, de conférences là-dessus. Donc voilà, c'est un véritable enjeu. Voilà ce que l'on sait, voilà ce qu'on peut considérer comme les 3 grands enjeux, et on va essayer de les développer dans cette présentation. Voilà, donc une rapide revue des principales cybermenaces que l'on rencontre dans un réseau OT. Alors, il y en a potentiellement plus, mais on en considère 4 principales. On vous a mis la définition, on n'entre pas plus dans les détails aujourd'hui. Sachez que nous, on va vous envoyer cette présentation dans les prochains jours. Donc l'idée de ce type de slide, c'est plutôt de pouvoir les reconsulter pour vous avoir peut-être un petit mémo pour vous souvenir exactement de ce que c'est. Voilà, on va vous envoyer, on vous enverra après, voilà, après le webinaire ce PowerPoint, ainsi que la vidéo sera disponible sur YouTube. Et voilà, si jamais vous en avez besoin pour effectivement faire des récapitulatifs à des gens, voilà, on vous donne des petites définitions. Voilà pour la première partie. Donc, passé ces enjeux, on va vous donner une première série de conseils et de bonnes pratiques autour de la construction d'une architecture qui va être solide. Donc, le premier conseil, ça va être de réduire au maximum les surfaces d'exposition. Donc ça, c'est l'objectif. Comment on peut réussir à réduire ces surfaces? Pour moi, il y a 3 grandes pratiques. La première, c'est de segmenter les réseaux. Donc ça, c'est de diviser le réseau en zones. Par exemple, voilà, des réseaux internes, des DMZ, des réseaux de production, des réseaux de développement. Ensuite, c'est de mettre en place des pare-feux, des dispositifs de filtrage. Donc là, effectivement, c'est d'utiliser les pare-feux pour contrôler et filtrer le trafic réseau entre les segments, les zones et les applications. Et enfin, c'est un contrôle d'accès réseau qui va être rigoureux dans le sens où il faut mettre en place des solutions comme des VPN, des ACL, donc ça c'est ce qu'on appelle des listes de contrôle d'accès, et des technologies de zéro trust pour assurer une authentification et une autorisation rigoureuse des connexions réseau. Et quel est l'intérêt direct? Donc ça, c'est les méthodes. Ça va vous permettre de limiter et de ralentir la propagation d'une intrusion. Ça vous permet de simplifier la gestion de la sécurité. On a moins d'éléments à contrôler, on a plus de visibilité. Et enfin, c'est aussi de remplir un des grands enjeux qu'on a dans notre secteur depuis des années, c'est de répondre aux standards IT pour assurer la convergence entre les sphères OT et les sphères IT. Voilà.
Voilà pour la théorie. Donc maintenant, on va vous donner un peu plus de concret avec Panorama. Comment appliquer ces conseils avec Panorama? Donc, Antonio, je t'en prie de prendre la main. Ça marche, merci. Alors, le but ici, c'est de présenter une approche qui va pour certains peut-être leur paraître pas assez précise, mais elle a le mérite d'être justement plutôt globale. Et passer et rentrer dans les détails, ce serait pas un webinaire de 45 minutes, mais ce serait une journée complète. Donc, pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on a mis en place pour répondre à ces problématiques et réduire au maximum les surfaces d'exposition. Tout d'abord, c'est l'utilisation et le remplacement de DECOM par JSON RPC. Alors, JSON RPC, pour aller très simplement dans le détail, c'est un protocole qui va être simple et léger. Il est vraiment idéal pour des échanges rapides entre services. Là, sur l'aspect sécurité, c'est qu'il va, par rapport à DECOM, c'est qu'il va réduire les surfaces d'attaque. Il est très facile à protéger via les couches existantes qui sont déjà standardisées, hein, en HTTPS, on est sur du TLS, on va pouvoir le sécuriser tant en intégrité, appliquer un chiffrement pour la protection des données et du flux. Et d'autant plus, c'est qu'il autorise un déploiement extrêmement facile parce qu'il est précisément aligné sur des pratiques web standards que les IT connaissent très très bien et le déploiement est également sécurisé. On aura par la suite des petites planches avec des petits graphiques qui seront très explicites en termes d'architecture par rapport à ce type d'implémentation. Pour rappel aussi, c'est que JSON RPC, l'alternative à DICOM qui est toujours présente dans Panorama, mais on préfère l'utilisation de JSON RPC, c'est va être les couches du bus logiciel de communication entre les machines Panorama, clients et serveurs. Voilà. L'isolement des flux SQL, alors, c'est ni plus ni moins une référence à des mécanismes qu'on a mis en place pour cloisonner les différents flux de données qui vont transiter via SQL. Donc, on va voir tout à l'heure sur un graphique, notamment pour unifier les flux entre les différents clients Panorama qui auraient besoin de se connecter à une base de données. Enfin, la partie utilisation d'un reverse proxy. Alors en soi, c'est principalement évidemment dans le cadre de l'utilisation du serveur web Panorama, dont son petit nom est Servin, vous le verrez sur les architectures. Et alors pourquoi l'utilisation de ce reverse, la possibilité d'utiliser un reverse proxy, c'est qu'il va permettre justement de sécuriser de manière renforcée les échanges, puisque le principe du reverse proxy, c'est de cacher les serveurs internes, donc de masquer l'infrastructure vis-à-vis du client, et surtout de permettre un filtrage accru, d'avoir une configuration de firewall applicative en substance, c'est un outil ou un mécanisme qui va permettre de protéger grandement contre tout type d'attaque, les types DOS, injection ou autres. Donc cet élément est vraiment important dans la mise en œuvre d'une infrastructure, même Panorama. Et puis un de ses avantages aussi, c'est de pouvoir centraliser les accès, puisqu'il va simplifier l'administration des serveurs. Alors voilà un petit, comme je vous disais, un petit exemple d'architecture qui est beaucoup plus parlant peut-être que du verbeux, mais et ça va le compléter, c'est que sur une architecture classique avec des coms, on voit bien que pour ceux qui ont déjà implémenté Panorama, je pense que vous êtes nombreux, j'en connais quelques-uns, on a une multiplicité de flux et donc plus on multiplie les flux, plus on augmente les surfaces d'attaque. Et donc, on a des déploiements qui sont également plus longs. Les configurations aussi des coms sont complexes puisqu'on doit les pourvoir et les recopier sur toutes les machines de l'infrastructure Panorama. Donc, c'est important de, de passer. Je vais y arriver. Voilà. Donc, sur une architecture
où on basculerait sur du JSON RPC. L'objectif, c'est l'unification finalement des flux, puisqu'on va se retrouver avec, si on reprend la même architecture que précédemment, avec un seul et unique flux. On réduit drastiquement les surfaces d'exploitation, puisque on va avoir que la configuration d'un seul port pour la JSON RPC. On réduit donc les risques, on déploie de manière très très simplifiée. On peut plus facilement aussi, alors par extension, puisque là on a une architecture avec un serveur qui est donc le serveur web Panorama, on peut l'isoler beaucoup plus facilement en termes d'architecture lorsqu'on doit considérer la mise en œuvre d'une DMZ, qui est un mécanisme de protection également complémentaire, puisque il est censé empêcher toute attaque externe vers le serveur d'application qu'on voit sur l'écran, qui est le composer. Voilà. Donc ça, c'est pour illustrer le sujet JSON RPC versus DECOM. Donc c'est pour les échanges entre les machines d'une infrastructure Panorama. En ce qui concerne l'unification avec l'architecture classique des bases SQL, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Lorsqu'on va avoir une multiplicité de composants et de machines qui vont devoir échanger des données avec une base SQL, on va devoir multiplier les flux directs vers les bases de données, puisqu'elles sont donc directement exposées, soit par des clients. Alors là, on a pris une architecture avec un client web, c'est la même architecture que tout à l'heure, pour qu'on reste sur un même périmètre. Si vous avez des desktops, vous allez avoir la possibilité aussi d'avoir des connexions directes avec les bases SQL. Servin qui peut avoir également une connexion directe avec la base SQL, puisque le client web peut faire des requêtes, et bien évidemment le serveur d'application qui par défaut devrait être le seul et l'unique contact avec la base SQL, et c'est ce qu'on a modifié en termes de mécanisme, de sorte qu'on a la possibilité, voilà, on a supprimé la multiplicité des flux, et on parle l'unicité des flux. Un client web qui ferait depuis une requête SQL en passant par Servin, la requête est dispatchée vers le composer à travers JSON pour être requêtée directement sur la base SQL, et on voit bien que on réduit drastiquement les flux SQL. Alors, bien évidemment, tout ceci s'applique sur les fonctionnalités classiques que vous connaissez côté Panorama, puisque ça peut être soit des échanges avec les bases de données en mode custom, en spécifique, si vous avez des bases de données, mais on pense surtout aux historiques d'alarme, par exemple, que vous allez pouvoir requêter directement depuis vos clients web, et réduire à nouveau cette surface d'attaque avec l'unicité des flux. Enfin, pour illustrer de la même façon une architecture avec la mise en place d'un reverse proxy, on a pris un cas simple, c'est vous avez peut-être parfois, enfin c'est un cas simple mais qu'on retrouve couramment, besoin de récupérer et de vous connecter à un automate quelconque pour pouvoir remonter des données via un serveur web qui est intégré à l'automate. Donc typiquement, si on était dans le cas de ce qu'on appelle un flux non urbanisé, le client va avoir un accès direct en fait avec l'automate pour remonter les pages web de celui-ci. Donc l'architecture qu'on montre ici montre bien que on se retrouve à nouveau avec une multiplicité de flux, ce qu'on appelle généralement effectivement des actions d'urbanisation de flux pour pouvoir justement reconcentrer tout ça. Le fait d'avoir intégré, alors c'est une intégration d'un reverse proxy dans Servin, donc c'est du paramétrage dans Panorama. C'est pas un reverse proxy tiers. Vous pouvez toujours utiliser des reverse proxy tiers, mais là l'idée c'est de l'avoir entièrement configuré dans Servin et donc par paramétrage. Donc dans ce cadre-là, on a des accès indirects du client à l'automate, puisqu'on va passer par Servin pour pouvoir récupérer
les informations. Et l'objectif, c'est comme je l'avais expliqué tout à l'heure, c'est que le reverse proxy est là aussi pour cacher la partie serveur et donc avoir une protection en termes d'infrastructure des échanges externes, comme le client web dans ce cas-là, vers les composants internes que nous voyons sur l'architecture. Voilà. Je te rends la main pour évoquer le sujet de l'invulnérabilité des communications. Avec ton micro ouvert, s'il te plaît. Oui, alors oui, on a pris une phrase un peu, on va dire, avec un superlatif, mais voilà, pour nous, c'est l'objectif final. Vraiment, c'est de rendre ces communications invulnérables, ou en tout cas, voilà, d'un point de vue prosaïque, renforcer la sécurité des communications. Donc, comment mieux sécuriser? Pour nous, on considère que voilà, il y a 3 moyens, 3 bonnes pratiques. Le premier, c'est de chiffrer ces communications. Pardon, 2 bonnes pratiques. Et ensuite de gérer les certificats de façon plus précise et rationalisée. Et quel est l'intérêt de cette sécurisation? Tout simplement, tout d'abord, c'est d'avoir une protection des données sensibles qui va être renforcée, de limiter là encore les propagations d'attaques et de limiter effectivement de réduire et ainsi, en fait, au final, c'est de réduire les temps d'indisponibilité pour avoir voilà, cet objectif qu'on disait, avoir une application Scala disponible 99,99% du temps. Alors, voilà, là encore la théorie. Comment fait-on pour renforcer ces communications avec Panorama? Et là, je laisse Antonio rentrer un petit peu plus dans la technique de Panorama. Je t'en prie. Alors, sur cette approche, on a également certaines fonctionnalités ou mécanismes plutôt qui vont être clés. Tout d'abord, l'objectif, c'est principalement d'utiliser des protocoles qui sont chiffrables. Voilà. Alors, ça passe essentiellement, et c'est l'avantage de certains des protocoles qui sont nativement intégrés dans Panorama. Alors, ils concernent des sujets très distincts, puisque quand on parle de SNMP ou PCUA, qui est plus un protocole d'interopérabilité, SNMP qui est un protocole plus IT, BACnet qui est protocole terrain, c'était pour avoir un panel assez large du sujet, mais le chiffrement des communications est rendu très facilement possible parce que précisément, intrinsèquement, ces protocoles intègrent la possibilité de protéger et de chiffrer, alors de chiffrer les protocoles. Alors soit en termes de chiffrement pour protection d'intégrité, etc. Donc ça dépend du niveau de maturité de la sécurité de ces protocoles, mais l'approche qu'on a eue côté Codra, c'est pas de réinventer la poudre, mais c'est de mettre à disposition de tous nos clients, dans des domaines des secteurs d'activité qui sont plus ou moins différents, la possibilité d'intégrer ce type de paramétrage. BACnet existait depuis très longtemps dans Panorama. Nous avons pris le parti d'intégrer la surcouche Secure, donc BACnet SC, pour vous permettre précisément la possibilité de cette sécurisation. Encore faut-il que les devices et les équipements BACnet supportent ce type de protocole chiffré, ce qui n'est pas encore tout à fait hyper répandu non plus. Donc, ça, c'est une approche fondamentale. Là, on est sur des protocoles plutôt d'acquisition externe à Panorama. C'est pas les flux de communication interne qu'on a évoqué tout à l'heure avec RPC-JSON, qui est lui-même sécurisable sur la base de standards existants. Même si RPC-JSON n'est pas intrinsèquement, n'a pas de mécanisme de sécurisation. L'autre point important, c'est bien souvent, alors plutôt pour des infrastructures et des architectures Panorama de petite configuration en moyenne, on a pris le parti aussi d'intégrer un outil de gestion des certificats, les certificats étant justement les mécanismes qui vont vous permettre de chiffrer vos échanges notamment, voilà, et de protéger vos flux.
Donc, on a mis en place cette gestion et un nouvel outil de gestion de certificats, et on va le voir justement un petit peu après comment on met en place et ce qu'on a mis en place et ce qu'on vous propose dans ce cadre-là. Alors, comme je disais, c'est plutôt utilisé dans le cadre de petites infras. Alors pourquoi petites infras? C'est pas parce que c'est pas du tout adapté pour les grandes, c'est pas du tout ça. C'est parce que sur des grandes infrastructures, généralement, il y a déjà des PKI qui sont en place. Voilà. Donc une PKI, pour les non-initiés, c'est un service d'infrastructure clé publique. Voilà, pour le terme en français. Et donc c'est ce qui va gérer tous vos certificats, puisque la gestion et la mise en place de sécurité sur base de certificats fait en sorte qu'il faut absolument gérer et ces certificats qui vont être le garant de la protection d'un flux ou du chiffrement d'un flux. Et parce qu'un certificat a des validités. Voilà. C'est-à-dire qu'une date de validité sur certificat, une fois qu'elle est échue, ça veut dire que votre flux n'est plus protégé. Généralement, il est complètement coupé. Voilà. Donc, ça nécessite d'avoir un maintien en condition de sécurité performant, et donc de gérer correctement ces certificats. Alors, sur les grosses infrastructures, on constate souvent par expérience qu'il y a déjà des PKI qui existent, indépendamment de celle de Panorama. On peut utiliser celle de toute façon de Panorama même sur une grosse infra, c'est pas un problème. Par contre, on a constaté souvent que sur des petites installations, il n'y avait pas forcément une PKI groupe, une PKI société, voilà, qui était en place. Et donc, ça permet d'avoir cet outil extrêmement important de gestion des certificats intégrés dans l'infrastructure Panorama. Donc ce nouvel outil va fonctionner de concert avec et en coordination avec l'outil réseau et sécurité, depuis lequel en fait on va faire une demande de signature. Et ensuite, depuis l'outil Key Manager de Panorama, la PKI, on va pouvoir créer une autorité de certification pour l'application qu'on souhaite sécuriser, dont on souhaite sécuriser les flux, et qui va identifier donc l'application concernée. On va valider la demande de signature qu'on aura réalisée précédemment. Et donc, cet outil, par la suite, va vous permettre de gérer et de contrôler de façon périodique et automatique la validité des certificats Panorama. Ça vous permet de garantir qu'à un moment donné, si jamais votre certificat va avoir une date de validité qui va être dépassée dans un mois, par exemple, vous allez pouvoir remonter des informations directement de l'exploitation dans Panorama, voire diffuser à qui de droit via SNMP et des outils tiers qui permettent de faire du management d'opération, ce type d'information. Donc voilà, on va avoir une messagerie intégrée qui va pouvoir vous alerter lorsqu'un certificat expire, lorsqu'il est déjà expiré ou invalide. Vous pouvez évidemment superviser avec des icônes et des affichages graphiques l'état d'un certificat et avec un système de gestion de notification. Voilà. Quitte à même renvoyer directement sur un bandeau d'alarme Panorama une information sur les certificats et leur état. Merci Antonio. Donc on va passer à la partie suivante. Là, donc qui est la gestion des accès. Donc là, je vois déjà pas mal de questions dans le chat, donc c'est parfait. On va pouvoir avoir une belle session questions-réponses pour tout à l'heure. Donc, pour bien gérer ces accès, donc voilà, c'est la deuxième série de conseils et de bonnes pratiques. Le premier, ça va être la gestion centralisée. Voilà, notre premier conseil, c'est vraiment de centraliser la gestion des identités et des accès. Pour cela, le meilleur moyen reste un Active Directory ou un URL DAP. Qu'est-ce que cette centralisation peut vous apporter? Voilà. Pourquoi c'est important de le faire? Premièrement, c'est d'avoir un contrôle renforcé. Vous avez une seule source de vérité pour les identités. Ça facilite l'audit et ça facilite la révocation des accès. Ensuite, c'est la conformité.
dans les réglementations, il y a des demandes en fait pour effectivement centraliser ces accès comme l'RGPD, ISO 27001, en tout cas des demandes de traçage et donc avoir un outil centralisé, ça va simplifier ce respect des réglementations. Et enfin, c'est tout simplement la réduction des attaques. Avec une gestion centralisée, on a moins d'opportunités pour les attaquants d'exploiter des comptes qui vont être non surveillés ou avec des accès obsolètes. Alors, comment on va réaliser cette gestion centralisée avec Panorama? Antonio, je t'en prie. Oui, alors dans ce contexte-là, on a déjà, nombreux sont ceux qui connaissent déjà notre gestionnaire des utilisateurs, avec une gestion authentification. Donc, dans ce module paramétrable, on va pouvoir identifier si on s'adresse à un AD Microsoft ou un annuaire LDAP. L'idée ici, c'est surtout de pouvoir adjoindre un renforcement de l'authentification. Alors, à savoir aussi que la gestion des accès se fait de manière très très simple puisqu'elle est effectuée au niveau des objets Panorama directement. Concernant l'authentification, petit rappel, c'est que dans le cadre d'une architecture web, notre interopérabilité est renforcée puisqu'on a un accès aux applications via SAML-V2. C'est donc une authentification qui est déléguée à un service tiers. Et donc, c'est une méthode d'authentification qui renforce en fait la sécurité, qui va permettre aux utilisateurs de se connecter à plusieurs applications de manière sécurisée. Voilà, donc pour l'information, c'est quelque chose qui est supporté par Panorama. Alors là, l'idée, c'est d'élever la ségrégation en fait des fonctionnalités au sein de Panorama, puisqu'on va attribuer à travers cet outil des zones d'autorisation que vous définissez comme vous le souhaitez. Ça peut être une zone géographique, hein, et également des métiers qui vont être autorisés. L'objectif, c'est de dire dans la gestion du moindre privilège que va évoquer tout à l'heure d'ailleurs juste après Charles, c'est que je vais vraiment limiter mon utilisateur à des accès de supervision qui lui sont propres et dédiés. C'est-à-dire que sur un bâtiment, si je suis chauffagiste, je vais pas avoir du tout accès à tout ce qui va être information élec, mais uniquement à tout ce qui va être dédié à mon métier de chauffagiste. Donc ça, c'est quelque chose qui se paramètre très facilement dans Panorama. Voilà. Et justement, donc comme je disais, Charles va évoquer avec vous le sujet de l'application du principe du moindre privilège. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antonio. Hop là. Alors, effectivement, notre deuxième conseil, c'est d'appliquer le principe du moindre privilège, c'est-à-dire limiter les droits d'accès des utilisateurs aux seules ressources nécessaires à leur fonction au sein de l'entreprise ou de l'installation. Donc, pour ce faire, il faut tout d'abord limiter les droits selon les zones et les métiers présents dans les installations et aussi forcément avoir une cartographie claire des droits pour ne pas s'y perdre. Qu'est-ce que ce principe vous apporte, ce principe du moindre privilège? D'abord, ça limite les dégâts. En cas de compromission d'un compte, l'impact est minimisé. Un utilisateur ne peut supprimer des données critiques s'il n'en a pas le droit. Ensuite, c'est la réduction des erreurs. On a moins d'utilisateurs avec des droits étendus, donc c'est moins de risques de modifications accidentelles ou malveillantes. Et enfin, la complexité est réduite. On a moins de permissions à gérer et à auditer. Alors, comment mettre en place ce principe avec Panorama? On vous présente ceci maintenant. Donc ça rejoint ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir que les droits d'accès vont être gérés de manière ségrégée, donc au sein de l'application. Donc tous ces droits-là sont configurables dans Panorama et l'idée, c'est d'avoir une configuration beaucoup plus rapide et optimale. Et l'objectif étant, comme l'exemple donné, c'est d'autoriser l'usage d'un équipement du bâtiment 2 seulement pour l'équipe qui va être concernée. Donc la configuration se fait par simple paramétrage.
Elle peut être faite également dynamiquement, c'est-à-dire que si vous voulez changer ces droits de supervision en cours d'exploitation, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait réalisable. Cette sécurisation n'est absolument pas déléguée à un composant externe et bien évidemment, toute votre infrastructure en profite lorsque vous avez réalisé cette ségrégation. Voilà. Donc on va Merci, passer à la slide merci suivante. Antonio. Voilà. Alors, je vois que le temps tourne. On va essayer voilà, de finir voilà, cette présentation vers 50-55. Donc, peut-être qu'on va un petit peu dépasser sur les questions-réponses, surtout qu'on voit qu'on a pas mal. Donc, je vais essayer de faire vite, surtout sur cette partie. La connaissance en application, ici, voilà, c'est juste un rappel de conseils généraux. Vous connaissez peut-être déjà. Ça va être un petit peu moins technique. C'est très important car en fait, c'est des éléments qui font partie de ce qu'on appelle un framework de sécurité. Donc, on parlera dans la cinquième et dernière partie. Mais on souhaitait effectivement vous les rappeler. Alors le premier, c'est de maintenir une documentation à jour de l'architecture du système. Pourquoi ça? Tout simplement, on facilite la gestion, la sécurisation de l'application. On va répondre mais de façon plus efficace aux incidents, facilite l'identification des vulnérabilités et des points de défaillance en cas d'attaque ou en cas de panne. Ensuite, c'est la maintenance. Avoir une documentation à jour, ça permet d'aider les équipes à déployer des correctifs ou des mises à jour sans introduire de nouvelles failles. Et enfin, une architecture bien documentée, c'est très important pour les audits et les conformités, car c'est plus lisible pour les auditeurs, justement pour les régulateurs. Et c'est aussi un gage de confiance. Quand on arrive avec un document bien fait, déjà, ça donne voilà, une bonne impression auprès de ces gens-là. Et voilà, la norme va être plus facilement récupérée. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de sauvegarder et récupérer ces données critiques. L'intérêt ici, c'est d'abord la résilience. Ça permet de restaurer rapidement les données en cas de ransomware ou de corruption. En termes de continuité aussi d'activité, ça réduit les temps d'arrêt et les pertes financières. On est plus facilement back on track. Et enfin, c'est la conformité. Là aussi, ce type de sauvegarde est souvent obligatoire pour certaines réglementations. On pense notamment à la RGPD avec ses sauvegardes chiffrées. Et le dernier point sur cette série de conseils, c'est de faire des mises à jour de sécurité régulières. Et pourquoi ces mises à jour sont-elles importantes? Le premier point, c'est que c'est une protection qui va être proactive. On va réduire les risques d'exploitation de failles par des attaquants. Ensuite, c'est la stabilité. On évite les bugs, on évite les incompatibilités qui pourraient être exploitées. Et enfin, c'est la conformité. Là aussi, ça permet un respect plus élevé des politiques de sécurité interne et externe. Voilà, sachez que en ce qui concerne Panorama, Codra édite un bulletin CSIRT mensuel qui est disponible en fait sur la plateforme client qui s'appelle MyCodra. Voilà pour cette série de conseils, on allait assez vite. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez des précisions. Et maintenant, on va aborder le respect des normes et des règles. On sait que le champ réglementaire s'est densifié ces dernières années, forcément avec la menace aussi de cybersécurité qui s'est densifiée de manière générale dans l'économie et dans la société. Et donc ce champ réglementaire, il s'est densifié à tous les niveaux, aussi bien national, européen et mondial. C'est parfois difficile d'y voir clair. Et nous, on vous donne un éclairage, ou en tout cas sur les respects, voilà, sur les normes et les règles qui sont vraiment directement liées aux applications SCADA. Donc rapidement, nous, le premier conseil qu'on vous donne sur le respect des normes et des règles, pour nous, c'est la base, c'est de travailler avec des outils qui vont être certifiés et qualifiés par l'ANSSI. L'ANSSI, en fait, va piloter le champ réglementaire de la sécurité en France, mais pas que. On vous l'explique dans quelques minutes. L'ANSSI ou l'ANSSI n'est pas seulement un acteur de conformité, c'est l'État français. C'est très important de le comprendre. On n'est pas juste sur quelqu'un qui vous donne des bons points, mais on est vraiment sur quelqu'un qui a valeur aussi, aussi bien en termes de contrôle que de sanctions. L'ANSSI va proposer deux types, qu'on pourrait appeler d'accréditation, qui vont être la certification et la qualification.
On vous explique en quelques mots ce que c'est. Le premier, certification, c'est ce qu'on appelle aussi le CSPN, certificat de sécurité de premier niveau. C'est pour une version donnée d'un produit. C'est réalisé par un tiers spécialisé qui va définir une cible de sécurité et un contexte d'emploi. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau. Et ensuite, vous allez avoir la qualification ANSSI, qui là, en fait, est un niveau supérieur à la certification. Et là, on va mener des audits et des tests complémentaires qui vont être réalisés sur le produit déjà certifié auprès du fournisseur. Voilà. Donc, ces accréditations, elles vont donner à l'éditeur 3 garanties. Le premier, c'est la robustesse, c'est-à-dire que le produit a résisté à de très nombreux tests de vulnérabilité. Le deuxième, c'est la compétence. Ça montre que l'éditeur, voilà, s'il a résisté, c'est un sachant, il connaît les choses. Et la dernière chose, c'est l'engagement. Ces tests, ils sont très longs, la procédure est très longue, il faut attendre. Elle nécessite beaucoup de moyens, donc ça signifie que l'éditeur s'est engagé sur le long terme avec des moyens significatifs. C'est-à-dire que la cybersécurité est au cœur de la stratégie produit. Et bonne nouvelle, Panorama fait partie de ces outils certifiés et qualifiés. Antonio va nous donner un petit peu plus de détails. Alors, tout à fait. Si je puis résumer le sujet certification et qualification, parce que c'est des choses que vous nous demandez très souvent. Il faut prendre en compte que le CSPN va jouer un rôle similaire à un agrément officiel de sécurité délivré par une autorité compétente. C'est comme une procédure de sûreté encadrée par un tiers indépendant. Voilà. Ça, c'est pour vous donner une analogie de ce qu'est la certification. Et la qualification ANSSI, elle va être plutôt comparable à un audit global et complet ou l'équivalent d'une certification premium. Voilà. Le produit il va être évalué en profondeur, toujours par un tiers indépendant, avec des critères qui sont très stricts. Et on va avoir justement cette attestation officielle de conformité et de robustesse. Sachant que la qualification ANSSI, comme le disait Charles tout à l'heure, l'ANSSI étant, c'est l'État, la qualification permet à l'ANSSI de dire que elle recommande l'outil Panorama. C'est vraiment une recommandation, c'est-à-dire qu'ils se mettent eux-mêmes en responsabilité en disant si vous prenez, moi je vous garantis que en tant qu'ANSSI, cet outil, ce logiciel est l'outil qu'il vous faut pour répondre à un niveau élevé de garantie de cybersécurité. Voilà, juste pour fermer la parenthèse. Et donc, Panorama est une plateforme qui est certifiée et qualifiée. Évidemment, c'est des travaux qui sont très très lointains. Vous en avez eu pour les plus anciens les premiers fruits lors de la certification de Panorama en 2017. Donc, on travaille sur l'intégration de mécanismes depuis 2017. On fait du maintien en conditions de sécurité, c'est-à-dire que pour nous, c'est pas une option. De toute façon, c'est une stratégie d'entreprise. Et donc, on a vocation à continuer à travailler systématiquement au renforcement, à la prise en compte des nouvelles menaces qui existent également dans le cadre de la cybersécurité. Voilà. On reste toujours effectivement le premier SCADA certifié et qualifié par l'ANSSI et on le restera, je pense, longtemps. D'autant plus que à ce stade, nous pouvons aussi dire que nous sommes les seuls actuellement à avoir cette double conformité de robustesse par l'ANSSI en tant que SCADA. Alors le sujet CIRT est important aussi. Je vais y revenir un petit peu après. Quoique j'ai vu passer dans les chats des personnes ou une ou plusieurs personnes qui parlaient du CRA. Alors on n'a pas le CRA. Je pense que c'est peut-être évoqué le centre de réaction et d'analyse. On n'a pas en place un CRA, mais ce qu'on appelle un CIRT, qui est un Computer Security Incident Response Team. Alors, il a quelques similitudes avec le CRA, mais c'est un CIRT produit que nous avons mis en place. Charles l'a évoqué puisque nous publions des bulletins de sécurité dans notre CIRT que vous retrouvez sur notre espace client ou votre espace client
Codera. Alors, notre certification ANSI est toujours renouvelée sur l'APS 22 en novembre 2023 et le processus a été lancé pour la Panorama Suite 2023 qui est toujours en cours auprès de l'ANSI. Donc, quand le produit est sorti, nous avons fait la demande de certification et c'est un petit peu long chez l'ANSI à ce stade, mais on espère pouvoir aboutir. En tout cas, eux, on espère qu'ils vont aboutir très rapidement. Sachant que on a la PS25, ça ne nous aura pas échappé, qui est sortie cette année, mais on peut pas la mettre dans le pipe de la certification tant que la PS23 n'a pas été certifiée par l'ANSI. C'est l'ANSI qui le sait. Donc on patiente. Sur la qualification ANSI, elle a été renouvelée en janvier 2024. Elle a un timing de validité de 3 ans, donc on est toujours dans les cordes et puis on fera ce qu'il faut pour faire perdurer cette qualification. Voilà. Merci Antonio. Alors je vois, on est très en retard. On va essayer d'aller assez vite. D'abord sur la partie Nice 2. Alors un rappel, ce qu'est la directive, pas de définition complète. La littérature est, je pense, suffisamment abondante. Donc, pour rappel, c'est entré en vigueur en 2023. C'était transposé au niveau national en 2024-2025. Le principal point de Nice 2, c'est que c'était un approfondissement de Nice 1. Ça va concerner beaucoup plus d'acteurs que seulement des acteurs ultra sensibles en France. Donc, ces acteurs soumis à Nice 2, ils vont devoir travailler sur leur gestion des risques, la sécurité de leur chaîne d'approvisionnement, les notifications d'incidents, les mesures techniques, de savoir s'ils ont des mesures techniques et organisationnelles adaptées, et enfin des audits réguliers. Bonne nouvelle, si vous travaillez avec des solutions certifiées et qualifiées par l'ANSI, vous suivez Nice 2 et je laisse Antonio préciser le sujet. Pour les non-initiés, NIS, ça signifie Network and Information System, pour la petite, pour l'acronyme. Alors, en effet, on a évoqué le sujet certification, qualification. Nous avons mis en place on a un petit document de correspondance qui permet de montrer que notre certification et qualification répond aux exigences de Nice 2 qui s'appliquent au SCADA. Pour ceux qui sont familiers avec cette directive, vous allez pouvoir voir qu'il y a beaucoup de choses qui concernent l'informatique, effectivement, l'infrastructure informatique au sens large du terme. Et Panorama ne s'inclut pas forcément dans toutes les exigences. En tout cas, celles qui ont été identifiées sont majeures, puisque on bien évidemment vérifié qu'on a mis en place des mesures techniques et robustes. Donc ça, c'est extrêmement important. Le sujet du fournisseur de confiance, étant donné que nous sommes qualifiés par l'ANSI, ça répond aussi à la question. Et ça rejoint également la chaîne d'approvisionnement sécurisée, puisque l'objectif, quand vous mettez en place des outils informatiques, c'est que vous connaissiez et que la source de ces fournisseurs. Et notre qualification approfondit effectivement la certification et répond en soi aux renforcements de sécurité qui ont été apportés par le NIS 2 au regard de la NIS 1. Voilà, sur tout ce qui va être gestion de risque, les mesures techniques et organisationnelles qui sont adaptées, le fait qu'intrinsèquement Codera ait des audits réguliers, ce qui est le cas par des tiers de confiance. Donc, on a, comme je vous disais, un petit formulaire qui permet de prendre en compte et de spécifier un petit peu quels sont les points saillants, notre conformité. Alors, conformité étant un gros mot, parce que c'est une directive, c'est pas considéré en soi comme une norme. Donc, c'est important de prendre en compte cela. Concernant la norme IEC 62443. Oui. Voilà. Donc, alors, donc ce n'est pas une directive, donc c'est une norme, c'est même une série de normes internationales.
dont l'objectif est d'assurer la cybersécurité dans les systèmes d'automatisation industrielle et de contrôle. L'objectif sous-jacent de ça, c'est de faire en sorte que les données et les processus soient disponibles, qu'ils soient intègres et qu'ils soient confidentiels. Alors, Panorama suit cette norme. Je laisse Antonio répondre. Alors, dans le cadre de normes plus internationales, puisque l'ANIS, elle est vraiment européenne, sur l'aspect plus international auquel nous sommes confrontés, puisque Codra est également présent euh, à l'international, on se rend compte que, bien évidemment, les certifications, qualifications aussi n'ont en soi aucune valeur, puisque l'État français, pour nos amis internationaux, ne représente pas valeur. Voilà. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de considérer cette norme comme étant un objectif très important et l'idée du travail que nous sommes actuellement en train de réaliser et qui va se poursuivre sur 2026 pour en avoir les conclusions, c'est la transposition justement de tous les travaux que nous avons faits qui ont été validés par l'ANSSI, des travaux également et du travail qui est fait sur la transposition NIS 2 pour pouvoir répondre aux exigences de l'IEC 62443, sachant que la 62443 pour les connaisseurs, vous avez de nombreux volets, hein. Donc l'idée c'est pas de se faire auditer et d'avoir une conformité globale sur la 62443 parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas applicables à Panorama. Ce qu'on vise, c'est les chapitres 4-1, voire 4-2. On est en train de regarder tout ça. Qui concerne notamment la conformité et l'assurance de la sécurisation des développements Panorama. Voilà, donc notre objectif, c'est d'avoir ça et de pouvoir afficher auprès de nos clients internationaux et aussi français, hein, parce que j'ai vu passer dans le cadre du sondage du 62 443, pas beaucoup, mais j'en ai vu un peu passer, donc il doit y avoir des sujets par rapport à ça. Mais voilà, notre gros objectif, c'est de montrer que tous les travaux que nous avons faits et tout ce que représente Panorama en termes de sécurisation informatique est tout à fait conforme et robuste, y compris à l'international. Voilà. Merci Antonio. Donc en conclusion, très rapidement, on vous rappelle les bonnes pratiques. Donc bâtir une architecture solide. L'idée, voilà, c'est de effectivement réduire les surfaces d'exposition, segmenter les flux. Ensuite, d'avoir une gestion efficace de ces accès. On centralise les accès, on applique le principe du moindre privilège. Connaître parfaitement son application, donc là, ça va jouer sur la documentation de l'architecture, la sauvegarde et la récupération des données, et enfin les mises à jour régulières, et enfin le respect des normes et des règles. Donc l'idée, c'est de travailler avec des prestataires certifiés et qualifiés qui vous permettent de respecter les normes à la fois européennes, comme NIS2, la directive européenne, ou les normes internationales, comme l'IEC 62 443. Eh bien, écoutez, bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci beaucoup de votre attention. Merci.